La suite d'Éduc Soir, c'est avec notre invité qui vient de s'installer avec nous sur ces plateaux. Il s'agit du coordonnateur de l'organisation non gouvernementale Imaye, Serge Bondingdi. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va, mais un peu partagé. Un peu partagé. Comment se porte Imaye? Oui, Imaye se porte relativement bien. Relativement parce que nous avons deux secrétariats provinciaux qui sont en mode suspension au fonctionnement. Et ceux du Nord et Sud Kivu, voilà, où nous avons beaucoup de membres. Et qu'avec la situation sécuritaire, ils ne peuvent pas opérer. Et parfois aussi, nous continuons quand même à documenter des faits qui sont inquiétants. Mais malheureusement, nous sommes aussi obligés d'adopter une certaine attitude. Parce que dans l'humanitaire, il est quand même de coutume qu'on ne sauve pas de vie à perdant. On ne sauve pas des vies à perdant. Donc vous risquez votre vie, mais en même temps, vous voulez encore sauver d'autres. Voilà. Donc c'est ce qui est déconseillé. Et surtout que vous êtes lanceur d'alerte, que vous dénoncez généralement des cas, des bavures. Exactement. Et là, c'est la pensée unique qui s'installe au Nord Kivu et au Sud Kivu. Des fois, mal compris si vous arrivez à dénoncer, surtout vos secrétariats provinciaux. C'est ça, en fait, la difficulté, parce que vous savez déjà, dans le travail des dénonciations, c'est pas tout le monde qui sera gentil avec vous. Il y a certainement ceux qui ont gardé rancune. Parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, pour les Nord Kivu, il y a un ancien prophète d'un directeur provincial qui, dans un passé récent, a été fait partie de cette province à cause notamment des dénonciations des Imaye. Très bien. Et bien qu'avec la personne, il n'y a plus de problème parce qu'il est actuellement à Kinshasa, il peut quand même y avoir certaines personnes qui n'étaient peut-être pas... donc voilà un peu, d'où... il y a quand même des attitudes à adopter, malheureusement, qui les circonstances nous imposent. Tout justement, on a vraiment besoin de cette paix qui va nous permettre encore de retrouver la vie normale sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Nous allons aborder notre thématique de ce soir. Nous avons suivi, apprécier d'abord l'interdiction des maquis par l'inspection générale de l'éducation nationale. Pourquoi vous avez reçu favorablement cette décision? Oui, parce que il faut avouer que c'est une pratique qui, s'il faut rester objectif, a un côté positif. Et le but de son instauration dans le passé, c'était notamment en tenant compte de la qualité de vie dans la plupart des ménages qui ne permettaient pas à ce que les enfants soient concentrés. Il fallait donc que les enfants soient réunis dans un cadre où ça peut faciliter même leur mouvement pendant les temps de préparation des évaluations. Mais malheureusement, la pratique a été infectée de telle en sorte que beaucoup d'écoles ne disposant pas des installations requises, et le maquis s'organisait maintenant en dehors des écoles. Et là, ça échappait totalement au contrôle des autorités scolaires, et en laissant notamment place au sexe, à l'alcool, au vagabondage et au viol. Et raison pour laquelle il était important de militer pour son interdiction. Et je crois que la première interdiction est intervenue à l'époque du ministre Maker Mwangou. Mais chaque année, et cette année une fois de plus, mais il faut noter qu'au niveau de l'application, des problèmes continuent toujours à s'observer. Très bien. Pour éviter effectivement, il y a quand même des provinces où les autorités y veillent. Mais malheureusement, il y en a aussi d'autres. Donc si l'école n'organise pas des maquis, comme on l'a toujours rappelé ici chez nous, les élèves peuvent s'organiser de leur propre gré, aller louer un espace, un appartement, pour y vivre tout en croyant que les parents ont accompagné. Malheureusement, c'est ça, ça touche aussi à un problème de l'habitat dans notre pays, parce que un bailleur sérieux ne peut pas admettre à contracter avec des jeunes à fleur d'âge. Et puisqu'il y a un problème d'habitat
l'organisation de l'habitat, c'est quand même inconcevable de voir qu'un bailleur accepte de recevoir, même si certains atteignent parfois 18 ans d'âge ou 19 ans. Ils sont quand même sous responsabilité de ses parents. Ils sont sous responsabilité parentale. Voilà pourquoi dans la prise en charge de ces dossiers, nous avons toujours conseillé que le ministère de l'Éducation traite cette question avec le ministère de l'Habitat, de manière en sorte que les mesures soient vraiment beaucoup plus soutenables, parce que l'Éducation nationale n'a pas dans son portefeuille la gestion de l'habitat. Donc, on peut interdire au niveau des écoles, mais au niveau des parcelles. Or, au niveau des écoles, moi-même, j'ai eu à faire le maquis. Il y a des écoles. À Kinshasa, je peux vous citer par exemple le lycée Kabomba. Tout est organisé parce qu'ils ont l'internat dans l'école. Ces cas-là, on peut apprécier. Il y a des cas qui sont appréciables, mais des maquis qui s'organisent en dehors des écoles, il faut vraiment suivre cela. Et s'il faut même dans les écoles, mais de quelle école en ces moments-là? Parce qu'il y a quand même des écoles qui, il faut se le dire, n'ont pas le mérite d'être appelées écoles. Et dans pareil cas, si l'inspection générale de l'éducation y veille, les écoles auront peur de la sanction, et les élèves récupèrent la situation. La part des parents, vous êtes organisation non gouvernementale, il y a aussi une organisation non gouvernementale des parents d'élèves. Est-ce que ce genre de comportement des parents vous découragez entre vous, organisations non gouvernementales? Déjà, les parents en République démocratique du Congo, comme vous avez dit, ils sont des parties prenantes dans l'organisation de l'enseignement, et on ne cessera pas de le dire. Les organisations consoeurs de la société civile, mais qui sont dans le droit parental ou dans le droit, dans la protection des intérêts de leurs enfants, sont un peu défaillantes. Parce qu'on ne peut pas comprendre un parent responsable accepter que son enfant aille contracter auprès d'un tiers sans sa bénédiction. Malheureusement, c'est ce qui s'est fait. Je crois il y a 3 ans, j'intervenais à Kananga sur cette question, où j'étais sur un cas où un enfant était décédé même pendant le maquis. Vous voyez? On ignore les risques, hein? Vous voyez? Donc les gens ignorent les risques, et nous sommes dans quel contexte actuellement dans notre pays? Vous voyez, avec des libérations dans des prisons, c'est un facteur qui aujourd'hui a fait à ce que l'insécurité puisse connaître un peu d'accru, et vous ne pouvez pas laisser donc les enfants comme ça, d'où la responsabilité des parents. Ce que je peux aussi ajouter, malheureusement, les parents, il y a une étude qu'on a fait il y a 4 ans ou 5 ans, je crois, c'était axé sur la fraude pendant les épreuves certificatives. On était sidérés. Ils étaient étudiants, ceux qui venaient d'obtenir leur diplôme. Ils nous ont témoigné, c'est le parent qui a accompagné, de 85%, que les frais qui ont servi pour la corruption provenaient de parents, et avec une grande marge de parents qui étaient consentants. Tout justement avec leurs exactement. Ils étaient consentants, que sans cela, ça serait compliqué. Pour aider les choses. Alors que les antivaleurs que nous décrions pour améliorer la qualité de l'éducation ici chez nous, de l'enseignement, nous voici dans des pratiques qui jadis n'étaient pas répertoriées dans nos écoles. On parle maintenant d'un élève qui apprend à fumer à l'école, les sexes à l'école, drogue à l'école, pratiquement des sanités, des chansons qui ne tiennent pas la route à l'école, et les danses assez déroutées dans des écoles, et on appelait ces fléaux des dépravations de mœurs, et on retrouve ces pratiques à l'école. Pourquoi on peut retrouver ceci à l'école? Oui, c'est fort dommage malheureusement, mais ça s'explique. Ça s'explique? Ça s'explique. Par quoi? Parce que l'école ne fonctionne pas sur la planète Mars. L'école ne fonctionne pas dans l'océan. Oh. L'école se trouve dans la société. On ne peut pas fumer aussi quand on est élève. Dans un milieu communautaire. C'est là qu'on trouve l'école.
Tout ce que la communauté peut en souffrir. L'école aussi. L'école en souffrirait. Oh, comment vous pouvez dire ça? On peut la nier, on peut refuser, on peut faire semblant, mais l'école finirait par être infectée. On avait vu les églises être infectées. Les gens pensaient que ça peut se limiter chez les pasteurs ou chez les prêtres, parce que chez les prêtres, rappelez-vous du scandale de pédophilie dans l'église catholique romaine. Aujourd'hui, vous avez dans les églises évangéliques, c'est n'importe quoi. Des dénonciations, des sextapes même qui fuitent. Dans le milieu politique, institutionnel, on a connu dans ces pays un vice-ministre avec l'effigie du président de la République et les drapeaux faire des sextapes. On a vu dans ces pays un conseiller d'une forte influence du président de la République dans des vidéos avec des abats sexuels. Vous semblez prendre défense de ces enfants. Pourquoi? Parce que la jeunesse est victime plutôt que coupable. Oh. On a dans notre société des chaînes de télévision qui émettent le média traditionnel, sujettes à contrôle par le CESAC, mais qui laissent des pièces de théâtre où on voit des artistes et comédiens débiter des insanités. On a vu dans ces pays des concerts produits, des spectacles déshonorants. La société n'a jamais réservé une réponse rigoureuse, pour ne pas employer le terme du président de la République, une riposte rigoureuse face à ces comportements déviants. Les enfants ont consommé, les enfants ont vu. Les enfants vivent dans des quartiers où on vend de l'alcool du matin au soir. Les enfants vivent dans des communes où la débauche, si vous êtes à Lingwala, vers Assanef, si vous êtes à Matongé, vers Imka, avenue du Stade, il y a des coins comme ça. Si vous êtes au quartier Njili, les exemples sont les gens. Les enfants vivent cela. Ajoutez à cela les réseaux sociaux. Et les enfants captent. Malheureusement, l'école qui fait partie de cette société subit. Et dans pareil cas, quelle serait la proposition directe pour s'adapter, parce que vous venez de dire qu'ils ne vivent pas en dehors de notre planète, la solution adaptée pour que l'école reste ce milieu par excellence, où on ne devait pas trouver tout ce qu'on trouve dans la société à l'école? Déjà, puisque nous parlons de l'école, je peux vous dire que le système éducatif est en déphasage de ces menaces. Parce que lorsqu'on forme l'enfant, c'est pour qu'il soit en mesure de faire face aux défis de la société. Et heureusement, à un moment, on avait milité pour qu'il y ait mutation du ministère de l'Enseignement au ministère de l'Éducation. Mais on sent que même cet arrimage-là tarde un peu. On est encore tout un système. On est encore à l'enseignement. Vous maîtrisez bien le secteur. C'est tout un système de manuels, des formations, le recrutement, les infrastructures pour en arriver là. Pour en arriver. Alors, est-ce que le système tient compte de ces menaces? De menaces de contenu média. Aujourd'hui, déjà, sur 100 ménages, vous avez, dans des zones urbaines, plus de la moitié utilisent des bouquets étrangers. Et dans ces bouquets étrangers, il y a un monitoring qu'on a fait, vous avez au moins 16 contenus. Si je prends quel exemple, si je peux citer, je ne sais pas, bouquet français, par exemple, vous avez au moins 16 programmes qui ont des contenus contraires à nos mœurs. Vous avez aussi le choix, surtout. Vous avez aussi le choix, vous pouvez bloquer la chaîne en question ou les programmes. Et en ces moments-là, avons-nous quel type de parents? Parce que nous avons un système éducatif, je ne sais pas, peut-être vous avez eu l'occasion d'être formé sur comment élever votre enfant. Il n'y a pas ces modules. Pas du tout. Il y a un ministère qui s'occupe de la famille dans ces pays, mais qui malheureusement reste seulement le ministère du mois de mars. Donc, vous allez remarquer avec moi... Il y a des cours d'éducation à la vie
où on peut vous permettre d'apprendre comment faire un choix de conjoint, comment vivre en société, c'est gêner pour ne pas Si la cautionner les société autres. présente des problèmes dont nous parlons aujourd'hui, dans un cours à apprendre à l'école, dans les problèmes dont nous parlons aujourd'hui, qui gangrènent notre société, c'est un reflet que le système a failli. Le système a failli. Comment ça? Expliquez, parce que je peux vous dire que dans le programme national, il y a un cours qui vous enseigne des pratiques de l'excellence, on peut dire comme ça. On peut aussi vous apprendre à vous tenir dans la société. Ça s'appelait l'éducation civique et morale, et l'éducation à la vie. Le cours est dispensé. Oui. C'est comme des chauffeurs. On a des permis de conduire. Mais qu'est-ce qui se constate en termes de mœurs dans nos avenues? C'est-à-dire qu'on a formé les gens, mais les gens ne sont pas en mesure de produire des leçons qu'on leur a inculquées. Est-ce que c'était des formateurs qui étaient mauvais? Est-ce que les conditions d'apprentissage n'étaient pas réunies? Est-ce que les apprenants n'étaient pas assez intelligents? Mais ce qui est bizarre, ils ont tous des certifications. Je reste dans le domaine des transports, on a tous des permis. Mais parfois, même des cortèges des officiels, mais qui font des sens contraires. Est-ce que c'est un problème culturel? On est ancré au mal, mais le tout se résume en termes de défaillance du système. Donc le système n'a pas été à mesure de faire face à ces défis. La responsabilité peut être quelque part, peut-être la pauvreté. Alors qu'on doit avancer, là je comprends vraiment votre proposition, qu'il faudrait avancer avec l'arrivée de nouveaux médias, avec l'arrivée de la jeunesse hyper connectée. On retrouve des jeunes qui... C'est une génération des savoirs. Voilà. Là, on a compris qu'il y a encore des chemins à faire. Est-ce que cela devait motiver la recrudescence des vidéos? Là, c'est ce qu'on retrouve sur la toile. Là, mais il y en a ceux qui restent cachés dans le téléphone, qu'on ne sait pas retrouver. 2 ans, on a parlé d'une école de Kitambo qui a eu encore des abats sexuels. Récemment, on a vu, il y a une vidéo qui choque. Il s'est serré un enseignant, en tout cas je ne sais pas confirmer, c'est un enseignant qui est attrapé avec des vidéos compromettantes sur une fille mineure. Est-ce que ça devait justifier tout ça? Parce que la société est totalement avancée et corrompue par les médias extérieurs. Parce que le mœurs, c'est aussi ça. Le mœurs, c'est aussi des relations compromettantes. Plutôt la dépravation de mœurs. La dépravation de mœurs, c'est aussi des relations inappropriées. Et heureusement, il y a 3 ans, le système éducatif congolais a adopté, a intégré la fonction mécanisme de gestion de plainte, mais qui est prise en charge par des bailleurs de fonds. Et dans le cadre du projet en question, ce n'est que 10 provinces qui sont des cibles et dans ces 10 provinces, il n'y a que l'enseignement primaire qui est beaucoup plus concerné. Donc, il faut une réappropriation du gouvernement congolais, d'abord pour généraliser ces mécanismes de gestion de plainte. Ça, c'est en termes d'avenir et c'est très appréciable. La mise en opérationnalisation du mécanisme de gestion de plainte pour contenir ces questions des harcèlements et abus sexuels, contenir ces questions de violences basées sur les gens. Mais faisons un pas en arrière. Qui devient enseignant? Mettons avant la réforme sur les recrutements des enseignants basés sur le mérite. Qu'on aille un peu en arrière, il suffit juste de connaître français. Français, on prend quelqu'un, et puis... donc, la vidéo dont vous parlez, il y a beaucoup de cas où vous avez des enseignants qui prennent de l'alcool devant les enfants. Il y a un problème d'éthique, il y a un problème de déontologie, il y a un problème d'éducation. Donc, il y a des causes profondes sur lesquelles la société doit y pencher. Voilà pourquoi, pour attaquer ces problèmes de mœurs, il y a la multidimension qui intervient, multisectorialité. Et l'inspection générale, par exemple, devant pareil cas, qui doit être son attitude, l'inspection générale de l'éducation nationale? D'abord, c'est saisir des dossiers, enquêter, établir les responsabilités,
moi-même qui vous parle avec l'actuel inspecteur général, lorsqu'il s'agissait de Saint-Georges. Nous étions, nous deux, qui ont mené cette enquête. Ok. Parce que... Là, il n'y avait que deux enfants. Il n'y avait pas l'implication d'un corps enseignant. Et puis, ce n'était même pas à l'école. D'abord, il fallait trouver les auteurs. Il faut trouver les lieux du crime. Ce n'était pas facile. On a travaillé sur ça pendant 2 jours. Voilà. On a circulé beaucoup de parcelles à Kitambo. Mais on vous dira que c'était juste dans l'école. Non, ce n'était pas dans une école. En regardant la vidéo, on disait ça, c'est les... C'était pas une école, c'était à beaucoup de mètres de l'école. Dans un chantier. Dans un chantier. Vous voyez? Donc, l'attitude de l'inspection, c'est d'enquêter, d'établir les responsabilités et puis les circonstances. Et il faut savoir dans tout ça, la législation internationale veut à ce que l'intérêt de l'enfant puisse primer. Donc, il faut protéger d'une manière ou d'une autre l'enfant, mais l'enseignant sera sévèrement sanctionné. Et ça, on va suivre. Aujourd'hui, je sais que les autorités avec qui on a échangé devraient diligenter des descentes sur terrain, mais à un moment, on va suivre. Il faut que l'enseignant, parce que c'est l'enseignant, visiblement, là, je parle par intuition d'un enquêteur, visiblement, c'est l'enseignant qui filmait. Visiblement, c'est l'enseignant qui filmait. Voilà. Il doit être sévèrement sanctionné. Et dans pareil cas, voilà, c'est l'exclusion. L'exclusion de l'enfant, de l'enseignant du système. Pourquoi vous avez douté de la qualité de recrutement avant cette réforme des recrutements par concours et par ceux qui ont vocation ou ceux qui ont la passion d'enseignants et qui ont fait même les études pédagogiques? Parce que certains, vous êtes en maths physique, vous maîtrisez bien, bah, écoutez, vous devenez élève, étudiant plutôt, enseignant en 2e primaire par exemple. Oui, il y a lieu de douter. Ça me rappelle, il y a quelques jours, j'étais dans un travail sur l'adoption de la politique nationale sur la formation continue des enseignants. Très bien. Parce qu'effectivement, le gouvernement s'est rendu compte, ensemble avec ses partenaires dont nous faisons partie, qu'il y a effectivement un problème de formation dans le chef des enseignants. Il suffisait de faire le filière pédagogique, qui sont au nombre de 4, maternelle, primaire, secondaire, au niveau des humanités, et puis, ou soit de faire des ISPT, et puis vous devenez enseignant. Or, il y a d'autres dimensions qui doivent intervenir. Lesquelles? Il ne suffit pas de faire de filière pédagogique. On n'y va pas seulement parce qu'on veut apprendre, c'est par passion. Vous dites, moi, je serai enseignant. Et comment devenir enseignant? On vous oriente, voilà, faites ça, faites ça. Comment, maintenant, à ce moment-là, se comporter devant les enfants? Vous avez vu une autre vidéo où un enseignant frappait sérieusement les enfants. Saint-Clément, Angélique quartier 7. Par exemple, je vous donne un exemple. Je m'assieds sur cette histoire-là. Les enfants, au départ, sans pour autant divulguer l'instruction, mais du moins, il n'y a pas de secret. Les enfants du quartier environnant, quartier 7, se permettaient de papoter la dame qui les enseignait, pour rester pudeur, derrière, dans les parties intimes. Et la dame était aux abois. Elle a démissionné. Ce qui a fait que le directeur adjoint, qu'il soit instruit de s'occuper des enfants. Et il est vrai que les enfants sont tire-bilan. Et il était dépassé. Parce que pourquoi il faut la passion. Voilà. Au-delà de la passion, il faut avoir des compétences. On l'apprend aussi dans les études pour devenir enseignant pédagogique. Il y a maintenant un problème d'actualisation. Ici, je vous ai donné les cas des réseaux sociaux, par exemple. Vous avez aujourd'hui le fléau qui se passe, par exemple, aux États-Unis, où vous avez des enfants qui se pointent avec armes à l'école. Est-ce que, puisque ici, ce n'est pas assez courant, est-ce que le système de formation continue des enseignants a intégré cette nouvelle menace? On a connu cette année à Limité un enfant qui a été poignardé. C'est une autre forme de menace de violence qui s'est ajoutée dans l'environnement scolaire. Est-ce qu'on a tiré des leçons pour intégrer cette donne-là dans la formation? Parce que même l'enfant qui était l'auteur, qui en fait, en conflit avec la loi, il avait subi une violence raciale. À l'interne. Parce qu'on les traitait de Mundele Ndundu.
Et l'environnement scolaire était au courant de ces traitements, de cette forme de violence basée sur les genres. Est-ce qu'il avait dénoncé? Parce qu'on a déjà même des mécanismes de gestion des plaintes. Une école privée, malheureusement, n'est pas prise en charge dans le mécanisme de gestion des plaintes. Est-ce que le parent a tenté quand même d'aller vers... voilà, en fait, ce genre de situation. L'école, est-ce qu'elle a pu gérer cette situation en avance? Donc, pour montrer ici, la formation initiale ne suffit pas. Je veux comprendre maintenant pourquoi vous insistez. Il faut d'autres compétences, mais les avoir où? Voilà pourquoi il est important aujourd'hui, avec la validation de la politique sur la formation continue, ajouter d'autres compétences aux enseignants pour faire face à certains défis. Il y a les défis sur l'environnement. Il y a un enfant qui est décédé ici à Gombe parce qu'il y avait menace de la pluie, c'était l'heure de la sortie, les enfants devraient partir. Le petit Emmanuel qui est décédé, l'élève du collège Saint-Joseph, l'enfant est sorti et l'enfant s'est fait électrocuter. Est-ce qu'il faut condamner le frère préfet ou le monsieur l'abbé Dédé qui a laissé les enfants partir? Lui, il vous dira, c'était l'heure de la sortie. Mais or, il y a une donne à Kinshasa. Kinshasa est devenue une zone inondable. Kinshasa est en proie au risque d'électrocution. C'est une nouvelle donne. Alors, qui nécessite l'apprentissage. Justement, est-ce que vous avez tenu aussi compte de tout ce qu'il y a comme formation des remises à niveau, formation pour remettre un peu au même diapason que d'autres enseignants? Nous sommes en Afrique. La meilleure formation, on estime qu'on la prend à l'école et aux universités. Et sorti de là, des remises à niveau, d'autres formations continues, semble juste un moment des partages d'expériences, mais en réalité, ça n'influence pas généralement sur les rendements. Est-ce que vous avez tenu compte aussi de ça? Voilà pourquoi dans cette politique qui a été validée, il y a parmi les axes la certification de la formation continue. Très bien. Dans d'autres pays, notamment le Canada, les États-Unis, si par exemple vous n'êtes pas certifié dans tel module. Voilà. Et dans la politique, il est prévu que ça soit tenu compte même en termes de traitement. Donc, il y aura concours. Donc, par exemple, un enseignant, des capacités, voilà, un enseignant qui n'a pas actualisé ses compétences, par exemple, sur le VBG, dans autant de temps, ne peut plus être... Vous allez envoyer beaucoup de gens au chômage, alors? Non, je crois que le gouvernement doit s'assumer. Mais c'est le souhait pour avoir un environnement éducatif inclusif et sécurisant. Parce que là, avec ce qui se passe, on peut négliger. Vous voyez, par exemple, nos clubs sportifs. Combien de parents n'envoient plus leurs enfants dans des clubs sportifs? Parce que généralement, les enfants... Ils apprennent du chanvre. Et ils se retournent contre la société, ils deviennent violents. Parce que le système éducatif congolais, zaïrois quand ça a débuté, ne prenait pas en charge cette situation. Aujourd'hui, par exemple, des combats de judo, des attentes provinciales, on ne les organise plus ni au Stade des Martyrs, ni moins à IMCA. Maintenant, elles sont organisées dans le stadium construit avec la coopération japonaise, dont les installations se trouvent à l'inspection générale, au commissariat général de la police. Parce qu'à ce moment-là, on sait, quand vous commettez des actes de violence, on sait vous contrôler. J'habitais Kinshasa commune, la commune de Kinshasa, je sais à quoi ressemble le combat, les 6e combats généralement. Voilà. Et vous épargnerez même vos enfants d'aller regarder ce genre de combats. C'est donc le même risque. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Si le parent commence à réaliser que l'école n'est plus un milieu sécurisant, continueront-ils à envoyer leurs enfants face à des enseignants qui représentent des menaces sur l'intégrité de leurs enfants, sur la virginité de leurs enfants? Si l'école va représenter une menace sur la vie de leurs enfants, sur le devenir de leurs enfants, beaucoup de parents risqueraient
de pouvoir se réserver. Et à ce moment-là, l'école perdra tout son sens. Alors, tout au long de cet échange, nous avons senti que vous avez beaucoup plus penché du côté de l'élève, de la société et des parents. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'école doit faire et les systèmes éducatifs doivent faire pour relever la pente? Et ce sera votre dernière intervention. L'école doit être protégée. On va aussi libérer certaines images dans les réseaux, notamment des écoles de Lubumbashi, où vous avez des gens, des comédiens, qui viennent devant les écoles pour danser, et de manière à... Les écoles n'ont pas besoin de ça. On ne peut pas laisser n'importe qui venir. Ici à Kinshasa, on a documenté à Kitambo, on a documenté à Ngiringiri, des artistes ici, que je ne citerai pas des noms. Ça, c'est dans les journées culturelles. Qui se sont introduits dans les écoles, tout en chantant des chansons avec des cris obscènes, avec les enfants en uniforme. Où était le responsable de ces écoles-là? Donc, il faut protéger l'école. Et pour protéger l'école, la société a une part de responsabilité, commençant par les autorités politico-administratives. Ici, je vois les CESAC. Ici, je vois la Commission nationale des censures. Ici, je vois le ministère de l'Intérieur. Et ici, je vois le ministère de la Culture et des Arts et le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Et aussi, nous, les organisations de la société civile, nous avons une part de responsabilités à jouer. Les parents, les ONG. Quand vous êtes trop lanceur d'alerte que proposer, tel que je vous trouve aujourd'hui, en train de proposer généralement, vous n'avez pas des propositions, que des dénonciations. Il y en a nombreuses. C'est ça d'ailleurs, dans le système anglo-saxon, il faut retenir que tout celui qui dénonce a une proposition. A une proposition. Mais il revient maintenant au gouvernement, parce que même la loi cadre le dit. Le gouvernement associe. Ce n'est pas à nous d'aller nous présenter au gouvernement. Très bien. C'est au gouvernement de nous associer pour présenter en fait les propositions. Pour le MERS, on a proposé. Mais nous sentons une fois de plus la léthargie du gouvernement. En tout cas, nous avons compris que vous avez ces domaines à cœur. Merci. Nous avons fini ce soir, avec l'espoir en tout cas de vous avoir pour la suite de votre démarche. Ouais. Qu'est-ce qui est prévu cette année? Bon, déjà pour le MERS, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses avec Imaye. Le mois de mars, on est sous pression pour continuer les activités dans le terme de la scolarisation et l'éducation de la jeune fille. Vous avez cette histoire de la défense des stages. On a soutenu parce que, vous savez, cette histoire des Alonginaye, ça prend cours à partir de l'enseignement secondaire, et il y a des mesures qui ont été prises. Nous devons aider l'État dans la sensibilisation. Très bien. C'est ce qui sera fait. Et pour le MERS, nous avons commencé par accroître la masse critique, mais en commençant par les universités. Je crois qu'il y a 4 universités qu'on a déjà sélectionnées. Nous pensons à ces questions d'agenda, et puis il y a d'autres... Le programme sur l'environnement, il y a 7 choses. Beaucoup pour cette année, vos perspectives. Serge Bondendi, merci d'avoir été le nôtre. C'est à moi de vous remercier. Merci. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous disons un grand merci à Dorcas Kankenze qui était avec nous, mais également à Jojo Kinkengi qui était aussi avec nous à la prise de vue. L'ensemble de l'équipe technique, nous vous remercions. Restez toujours fidèles sur nos programmes. N'oubliez pas, notre canal, c'est Canal 9 sur Canal+, mais également sur TNT, Easy, sur tout ce qu'il y a comme bouquet en République démocratique du Congo. Vous allez nous trouver. Merci et au revoir.